Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant la séance de questions cribles en direct de l'hémicycle. Les questions cribles, vous le savez, ce sont des questions très précises que les sénateurs posent sur un sujet précis à un ministre. Aujourd'hui, ces questions sont consacrées à la rentrée universitaire et c'est donc la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, qui répond. Très bonne séance à tous. Une durée d'une minute au maximum peut être présentée soit par l'auteur de la question, soit par l'un des membres de son groupe politique. La parole est à Monsieur Robert Tropiano pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. 2 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite évoquer aujourd'hui le dossier de l'Université Montpellier 3 et l'annonce de la possible fermeture de son antenne située à Béziers lors de la prochaine rentrée universitaire. Cette fermeture menacerait les 700 étudiants qui la fréquentent pour les 8 formations qui y sont dispensées. Autant dire que l'application d'une telle décision fragiliserait l'équilibre territorial de l'Ouest héroltais. L'Université de Montpellier 3 se trouve dans une situation financière difficile, accusant un déficit structurel de 3 millions d'euros. Depuis la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, le transfert de la masse salariale, qui représente 90% des budgets des établissements, s'est opéré de manière brutale. Aujourd'hui, plusieurs universités vous disent qu'elles sont en déficit et la situation de Montpellier 3 n'est donc pas un cas isolé. La sous-estimation de la masse salariale, faite à l'époque de la mise en place de cette réforme, et l'augmentation de 70% en 5 ans des étudiants boursiers sont des facteurs déterminants dans les difficultés rencontrées. Compte tenu des engagements forts pris par le président de la République en faveur de la jeunesse et des récentes déclarations que vous avez faites sur le maillage des pôles universitaires implantés dans des villes moyennes, il est inconcevable que cette décision de fermeture puisse être actée. N'avez-vous pas dit, lors d'un récent déplacement, nous voulons des universités qui soient toutes performantes, chacune à sa manière, et qui offrent des formations de proximité d'un très bon niveau de qualité pour tous nos jeunes. Toute la communauté éducative, tous les étudiants de la région, mais également les collectivités territoriales qui ont consenti des efforts importants, attendent vos décisions sur ce dossier. Ainsi, Madame la Ministre, comme vous le soulignez très justement, toute réforme nécessite concertation et tel ne fut pas le cas lors de la mise en place de la réforme portant sur l'autonomie des universités. Aussi, je souhaiterais savoir si vous pouviez nous informer des premiers éléments de diagnostic sur l'audit qui est actuellement réalisé et connaître les dispositions que vous entendez prendre pour assurer la pérennité de l'antenne universitaire de Béziers. Il convient d'apporter une réponse non seulement aux étudiants, mais également à Madame la Présidente Montpellier 3, qui, lors d'une réunion à Béziers, a fustigé l'attitude du gouvernement en déclarant que les chiffres donnés par les ministères sont faux, ce que je ne crois pas. Merci, chers collègues. Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Sénateur pour votre question qui va me permettre de faire le point sur ce dossier qui effectivement fait beaucoup parler de lui au niveau médiatique. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la situation réelle des universités au moment du passage en RCE, c'est-à-dire au moment du passage réel à l'autonomie. Un certain nombre d'universités qui sont passées à l'autonomie entre 2008 et 2012 sont effectivement aujourd'hui en difficulté. Pas toutes. Elles sont en difficulté, notamment la première année du passage au RCE. Pourquoi? Parce qu'en général, les universités, dans leur mode de comptabilité, ne tenaient pas compte des dotations aux amortissements. Celles-ci sont nécessaires au moment du passage en RCE. Donc cela fait une année effectivement difficile que mes prédécesseurs n'avaient ni préparé, ni anticipé, ni accompagné, que nous nous sommes engagés à accompagner. En ce qui concerne Montpellier, j'ai appris comme vous par la presse qu'un déficit de 3 millions d'euros était envisagé, alors même que l'on nous avait annoncé il y a quelques mois, un solde positif. Donc j'ai été étonnée. J'ai appris aussi, comme vous, par la presse, que le conseil d'administration envisageait de fermer l'antenne de Béziers au mois de septembre pour la rentrée de 2014. Je me suis exprimée à plusieurs reprises en faveur des pôles, non pas secondaires, je refuse de les appeler ainsi, mais des pôles de proximité, parce qu'ils accueillent davantage d'étudiants boursiers, parce qu'ils ont un taux de réussite et d'insertion professionnelle important, et parce qu'ils permettent à des jeunes qui ne peuvent pas aller en métropole pour des raisons financières de poursuivre des études. C'est pourquoi j'ai commandité aussitôt un audit sur place dont je n'ai pas les résultats. Je ne veux donc pas m'aventurer à vous communiquer des résultats partiels alors même que je n'ai pas les résultats. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être explicités
car il faut expliquer pourquoi on est passé d'une prévision positive à un résultat prévisionnel, encore une fois, négatif. Dans tous les cas de figure, le ministère s'engage à accompagner l'Université de Montpellier 3, mais il faut être deux pour être accompagné et je souhaite que nous soyons deux interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il faut que nous travaillions ensemble. Il faut absolument, au bénéfice des étudiants, des familles, que nous sortions ensemble positivement de cette situation aujourd'hui bloquée. Merci. Monsieur Tropiano, la minute de riposte. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de votre réponse et de votre engagement. Je sais que vous mettez tout en œuvre pour sauvegarder l'avenir de cette annexe du Guilquin à Béziers, et ce dans un climat serein et responsable que vous entendez instituer. La riposte était sereine. Deuxième question. La parole est à Colette Mélot pour le mouvement UMP. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question portera sur les conditions de vie étudiante et notamment sur l'accès des étudiants à un logement. Selon deux enquêtes récentes et distinctes de l'UNEF et de la FAGE, le coût de la rentrée étudiante a augmenté de 1,6% par rapport à l'année dernière. Le logement représente le principal poste de dépense, en moyenne 500 € par mois en région et 700 € en Île-de-France, soit 55% du budget total des étudiants. Les étudiants sont donc de plus en plus nombreux à devoir travailler pour financer leurs études, et cela au détriment de leur parcours universitaire. Face à l'absence de revalorisation des aides au logement, l'accès à un logement privé devient de plus en plus difficile pour la majorité des étudiants, du fait des loyers élevés auxquels il convient de rajouter les charges locatives et prendre en compte les augmentations d'électricité ou du gaz. D'autre part, les logements sociaux destinés aux étudiants sont en nombre insuffisant. Je souhaiterais donc connaître les mesures que vous comptez prendre. Concernant les logements sociaux, le Président de la République s'était engagé sur un objectif précis de construction de 40 000 logements d'ici 2017. Comment cet engagement se traduira-t-il précisément dans la loi de finances 2014 ? Je tiens à préciser que sur ce sujet, les associations étudiantes ont rappelé que les 20 millions d'euros accordés au CNUS pour ces projets de logement ne suffiront pas à dynamiser la construction de logements sociaux. Concernant le parc privé, certaines agences immobilières requièrent un nombre très important de pièces à fournir, tant par l'étudiant lui-même que par les garants, qui se voient réclamer des avis d'imposition, des bulletins de salaire et autres justificatifs. Vous venez de mettre en place pour la rentrée 2013 un dispositif national de cautionnement solidaire. Son annonce ayant été tardive et le public visé étant particulièrement restreint, étudiants issus d'une famille monoparentale, étudiants isolés et étrangers, pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, combien de personnes seront finalement concernées ? Comptez-vous par la suite élargir ce dispositif à l'ensemble des étudiants, puisqu'ils sont finalement tous concernés par les difficultés d'accès au logement ? Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Monsieur le Président, merci Madame la sénatrice de cette question, puisque vous savez que la réussite étudiante est au cœur des priorités de ce gouvernement et de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui a été votée en juillet dernier. Et nous savons bien que les conditions de vie, en particulier les conditions de logement, comptent pour beaucoup dans la réussite des étudiants. Alors vous l'avez dit, le coût des loyers représente 55% du budget des étudiants en région. À Paris, il peut atteindre jusqu'à 70%. Autrement dit, un étudiant n'a plus que peu d'argent pour se nourrir, avoir accès à la culture, avoir accès à la santé, faire du sport, bref, faire tout ce qui contribue à faire réussir les études. Alors, dans les 10 dernières années, le plan Ancio avait prévu 70 000 réhabilitations et 50 000 constructions. Ce qui a été réalisé entre 2007 et 2012 par rapport à ce plan, c'est à peu près la moitié, 36 000 réhabilitations, mais beaucoup moins pour les constructions. Il n'y en a eu que 19 000. Le président de la République m'a fixé une feuille de route effectivement ambitieuse de 40 000 logements sur 5 ans. Nous en avons déjà identifié à la suite d'une mission confiée à un préfet, Marc Prévost. Nous en avons identifié 30 000. Dans le cadre des plans campus que nous avons débloqués en fluidifiant et en diversifiant les procédures, en sortant du tout PPP, des contrats de projet État-région que nous relançons, et enfin du levier supplémentaire que nous avons donné au CNUS. Ce n'est pas seulement 20
20 millions d'euros, c'est 20 millions d'euros de plus par rapport aux 70 millions d'euros précédents que le CNUS a obtenu par notre augmentation du budget. Nous avons augmenté de 7% la vie étudiante. Nous avons également dégagé 400 millions d'euros nouveaux pour les bourses sur 3 ans. C'est un effort historique. C'est ce qu'ont dit les présidents des organisations d'étudiants, et vous savez qu'ils ne sont souvent pas tendres et qu'ils sont à juste titre assez exigeants. Donc 400 millions d'euros de plus sur 3 ans, c'est un premier pas vers l'allocation d'études que nous sommes engagés à mettre en place sur les 5 ans. Donc des efforts sur le logement, des efforts sur les revenus des étudiants pour leur permettre notamment de travailler moins, parce qu'on sait qu'au-delà de 15 heures par semaine, ils mettent en danger leurs études. Et tout cela devrait contribuer fortement à la réussite des étudiants. Nous avons livré dès cette rentrée de septembre 8 500 logements, la moitié en réhabilitation, la moitié en construction. Merci, Madame la Ministre. Madame Mello, la réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour les précisions que vous venez de me donner. Nous ne manquerons pas à l'avenir de faire un nouveau bilan. Mais concernant le cautionnement solidaire, une priorité est fixée pour les personnes ayant des difficultés à trouver un cautionnement. Mais le problème des étudiants vient également du manque de confiance des propriétaires dans la caution proposée par les étudiants. D'où la nécessité d'élargir le dispositif pour que l'État soit garant pour tous. Sinon, une inégalité sera créée pour les étudiants ayant une caution ordinaire et pas une caution d'État. Je vous remercie de le prendre en compte. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Chantal Joanneau pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, une question qui tient à cœur à Monsieur Dupont, à mon collègue Monsieur Dupont. Sur la situation financière des universités dont il est difficile de se faire une idée claire. Le gouvernement se veut rassurant, il est tout à fait dans son rôle, en annonçant que 5 000 postes universitaires sur le quinquennat devraient être créés, que la loi du 23 juillet dernier a redéfini les missions de l'enseignement supérieur et que le budget de la mission interministérielle de recherche et d'enseignement supérieur, la MIRES, augmentera de 0,44% par rapport à 2013. Et pourtant, les syndicats, tant étudiants qu'enseignants et chercheurs, s'alarment. Vous me direz, ils sont aussi dans leur rôle. Par contre, quand la présidente de l'université de Montpellier ferme le site de Béziers pour protester contre sa dotation budgétaire, elle n'est sans doute pas totalement dans son rôle. De fait, la situation budgétaire des établissements semble toujours très préoccupante. Toujours. 15 universités sur 76 devraient être en déficit cette année. 3 d'entre elles sont dans une situation critique et 38 autres ont un fonds de roulement inférieur au seuil de sécurité. Alors on peut se demander si les mesures prises sont à la hauteur des enjeux que je viens d'évoquer. D'une part, le budget des créations de postes servirait en fait à couvrir les besoins de financement des établissements. Et de fait, les présidents d'université annoncent le gel de 400 postes, soit 40% des 1000 postes promis. D'autre part, une fois que l'inflation est prise en compte, le budget de la mission baisserait en réalité de 0,46%. Et encore, le glissement vieillesse-technicité n'est pas encore répercuté dans le budget des universités. Madame la Ministre, comment entendez-vous concrétiser votre détermination à, je cite, « remettre l'université et la recherche en mouvement ». Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, merci à nouveau de cette question. Effectivement, moi-même j'ai eu beaucoup de mal et j'ai mis un certain temps avant d'avoir des idées plus claires sur la situation réelle des universités. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas toutes passées en RCE, c'est-à-dire non pas à l'autonomie, parce qu'elles le sont depuis leur création autonome, mais elles n'ont pas opéré la déconcentration des fonds toutes à la même période. Ce que l'on observe, c'est que, je l'ai dit, dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent ce passage au RCE, les universités sont confrontées à des difficultés parce qu'il leur faut provisionner des dotations aux amortissements, ce qu'elles ne faisaient pas auparavant, mais aussi parce qu'elles n'ont pas été accompagnées dans ce passage et qu'on leur conseillait, au contraire, ce sont mes prédécesseurs qui le faisaient, on leur conseillait de saturer les postes. Or, aucune administration, aucun organisme ne sature complètement ces postes. C'est ainsi que dans certaines universités de taille moyenne, il y a eu 98 embauches au moment du passage en RCE. Cela permettait de passer plus facilement en RCE. Simplement, ensuite, quand vous avez 98 postes à temps plein à financer, effectivement, ça cause des difficultés. Dans n'importe quelle entreprise, lorsque vous multipliez artificiellement, certes, mais un budget par
par 10, sans accompagner les gestionnaires, sans accompagner la gouvernance, eh bien en général cette entreprise va dans le mur tout simplement. Nous n'allons pas dans le mur parce que nous provisionnons toujours 90% du budget des universités, c'est la masse salariale, mais sur les 10% restants, effectivement, c'est plus difficile pour les universités. D'autant qu'au moment du transfert, du passage en RCE, le GVT, le glissement vieillissement technicité, n'a pas été pris en compte dans le transfert. Donc l'évolution des salaires, pour le dire plus simplement, n'a pas été prise en compte, pas plus que l'augmentation du CAS pension. Tous les organismes de recherche payent eux-mêmes leur GVT, s'acquittent eux-mêmes de leur GVT, mais ça n'était pas le cas pour les universités. Donc nous avons dû aider les universités, ce qui n'avait pas été fait par mes prédécesseurs au cours de ces 2 dernières années, et nous les accompagnons avec une ingénierie spécifique pour les amener, par exemple, à davantage rassembler leur offre de formation, parce que 10 000 masters, 3 800 licences, c'est peut-être beaucoup, sans pour autant porter atteinte à ce qui est notre priorité et qui est la réussite étudiante. C'est un exercice difficile, mais nous avons trouvé une situation dégradée et nous faisons de notre mieux. Et je veux donner une image positive des universités françaises qui sont de très bonne qualité. Merci, Madame la Ministre. Madame Joanneau, ce n'est pas obligatoire, chers collègues. Ce n'est pas obligatoire. Je remercie la ministre. Je pense qu'elle est tout à fait dans son rôle et je transmettrai à des personnes compétentes votre réponse. Merci. La parole est à Dominique Gillot pour le groupe socialiste. Président, Madame la Ministre, malgré les ambitions affichées par le précédent gouvernement dans le cadre du plan réussite en licence, les indicateurs dont nous disposons témoignent aujourd'hui d'une dégradation de la situation. La loi ESR, promulguée en juillet dernier, érige cet enjeu essentiel de la réussite étudiante en premier objectif du service public de l'enseignement supérieur. Cette volonté que nous partageons tous doit d'abord se traduire par l'affirmation d'une continuité entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur et celle d'une affirmation aussi d'une pédagogie attentive révisée. Compléter les missions du premier cycle pour garantir à tout étudiant la constitution d'un projet personnel et professionnel, lui permettre de comprendre ce qu'il peut attendre de l'université et ce que l'université attend de lui, introduire la spécialisation progressive en premier cycle en élargissant la pluridisciplinarité des enseignements dispensés en licence. Avec les appuis du ministère, la mise en œuvre de la loi est en cours, éclairant les initiatives de certaines universités qui se sont déjà engagées dans la réussite de leurs étudiants. C'est le cas à Cergy-Pontoise, que je connais bien, sous la pulsion de son président. L'université, assumant sa responsabilité sociale, a mis en place un semestre nouveau départ, permettant aux étudiants de se réorienter positivement en cours d'année. Madame la Ministre, de quels outils disposez-vous pour accélérer la mise en œuvre de ce processus qui doit aussi mobiliser le ministère de l'Éducation nationale? Depuis cette année, il est mis fin à l'injustice qui frappait les bacheliers professionnels et technologiques. Ils bénéficient maintenant d'un accès plus aisé aux STS et IUT au moyen d'un pourcentage minimum fixé pour ces filières. Avez-vous des indicateurs sur les effets de cette disposition qui a fait grand bruit? Enfin, pour faire entrer l'université dans le XXIe siècle et préparer la France de demain, vous soutenez le développement du numérique dans l'enseignement supérieur, amorçant ainsi la révolution pédagogique attendue par les étudiants et les enseignants. Accompagné de moyens financiers et techniques importants, le lancement de la plateforme nationale FUN permettra à notre pays de rattraper son retard dans ce domaine. Madame la Ministre, au-delà, pourriez-vous nous préciser les prochaines actions concrètes en faveur de la réussite étudiante? Madame la Ministre, merci, chers collègues. Merci de votre question, Madame la Sénatrice. La réussite étudiante est effectivement au cœur des priorités du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous sommes plus de 10% en deçà de l'objectif de Lisbonne, qui est de former 50% des jeunes des pays européens à un niveau Bac+3. Il est diplômé à un niveau Bac+3. Nous sommes en dessous de 40% et bien en dessous même si l'on exclut les DUT et les BTS. Il nous faut donc rattraper ce retard parce que si nous voulons une société innovante avec une industrie qui se redresse, il nous faut augmenter également la qualification de notre jeunesse. Alors en fait, les étudiants finalement arrivent à s'insérer assez bien, mais ils ont trop souvent un parcours erratique et ce parcours erratique est préjudiciable aux étudiants dont les familles ont des revenus modestes. C'est ce qui se passe en France, c'est la situation. Donc nous pouvons agir avec les universités dans les dotations qui leur sont versées. Nous nous sommes mis d'accord avec les conférences des présidents des universités pour que les dotations contractuelles qui soient versées aux universités
tiennent compte de la priorité réussite en licence, de façon à éviter la situation précédente où 730 millions de plans en licence avaient réussi à faire reculer de 5 points la réussite en licence en 3 ans. Nous avons donc un certain nombre de critères, comme l'accompagnement des étudiants en difficulté en première année, une orientation qu'on appelle -3+3 en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, un comité sup-emploi qui réunira des chefs d'entreprise, des cadres d'entreprise, des formateurs et des universitaires pour mieux anticiper sur les filières porteuses et sur les nouveaux métiers. Également l'introduction du numérique, non pas comme gadget, mais comme outil pédagogique innovant au service de la réussite étudiante en rendant davantage actifs les étudiants dans leur parcours étudiant. Nous avons déjà reçu 53 contrats pédagogiques des universités pour qu'elles puissent bénéficier de ces dotations spécifiques et sur critères qualitatifs. C'est donc un objectif de réussite en licence avec de l'innovation pédagogique, avec le doublement de l'alternance, avec une pédagogie qui mise sur un accompagnement personnalisé et efficace qui se met en place et qui met effectivement les universités en mouvement. Merci. Madame Gillot ne souhaite pas la parole. Si. Oui, merci Madame la Ministre pour ces précisions. Alors c'est vrai que l'exercice est très rapide, mais je pense qu'à travers toutes vos réponses, on a trouvé des éléments qui vont nous permettre d'appuyer la mise en œuvre de la loi. Merci. Madame Brigitte Gauthier-Morin pour le groupe CRC Citoyens. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. La LRU de 2007 et le passage aux responsabilités et compétences élargies de 2008, mis en place par le précédent gouvernement, ont placé les universités en situation de grande difficulté. L'autonomie a essentiellement consisté en un transfert de la gestion de la pénurie budgétaire de l'État vers les universités, devenu vecteur d'application de la RGPP dans l'enseignement supérieur. Ces dispositions n'ont pas à ce jour été fondamentalement remises en cause. Et il est d'ailleurs cocasse d'entendre ceux qui en sont les auteurs s'en émouvoir aujourd'hui. Nulle surprise donc à ce que cette année encore, la rentrée universitaire soit très compliquée. 15 universités sur 76 sont en déficit. Les autres universités n'atteignent l'équilibre budgétaire qu'au prix de mesures d'économie aussi drastiques que dangereuses, diminution du fonds de roulement inférieur aux 30 jours réglementaires, gel de postes et non-renouvellement de CDD. Vous avancez la création de 1000 postes par an, mais comment s'en féliciter quand ils ne compenseront même pas le gel des emplois depuis 2008 et que 500 gels d'emplois viennent s'y ajouter pour 2014. Comment y voir une avancée alors que le budget 2014 ne finance toujours pas le GVT qui augmente mécaniquement chaque année le coût de la masse salariale des établissements? La situation est si grave que certaines universités devront utiliser l'argent de ces postes pour payer des frais de fonctionnement aussi élémentaires que le chauffage que la faiblesse des dotations de l'État ne permettent plus d'assurer. Conséquence, les conditions d'études se dégradent pour les étudiants, heures d'enseignement mutualisées ou supprimées, capacité d'accueil limitée ou ouvrant la voie à une sélection injuste, formation fermée quand ce ne sont pas des sites entiers. Aussi, Madame la Ministre, je voudrais vous demander quelles mesures vous comptez prendre pour qu'enfin la rentrée universitaire se fasse dans de bonnes conditions. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la sénatrice. Je ne vois pour les universités ni la vie en rose ni la vie en noir. C'est-à-dire que la situation que j'ai trouvée en arrivant en 2012 à ce ministère était effectivement une situation difficile pour un certain nombre d'universités. Pour autant, il nous faut donner une image de l'université qui soit une image de qualité, car l'enseignement à l'université est de qualité. Il ne faudrait pas, en demandant des moyens nouveaux, contribuer encore à déqualifier la représentation que l'on se fait des universités. L'enseignement à l'université est sûrement l'enseignement de plus grande qualité. Nous ne supprimons pas des emplois, nous en créons 1000 par an pendant 5 ans. Cela n'avait pas été fait depuis des années. Que tous ces emplois ne soient pas remplis, c'est un fait, mais il est prudentiel de la part des présidents d'université de ne pas utiliser tout leur contingent d'emploi en début d'année, de ne pas saturer les postes. Aucune administration, aucun organisme ne sature ces postes par prudence. Mais ces emplois sont utilisés et nous avons toute la liste, et je la tiens à votre disposition, pour lutter contre l'échec en premier cycle. Alors s'il faut pour cela réduire un peu le nombre des masters et mutualiser au profit du premier cycle, cela peut être tout à fait justifié. Cela ne dégrade rien
dégradera en rien la qualité de l'enseignement dispensé, mais cela, au contraire, augmentera les chances de réussite des étudiants. Et c'est cela que nous voulons faire à l'université. C'est dans cet esprit que nous discutons avec les universités. Et je rappelle que ces 1000 postes sont bien créés chaque année, qu'il y a eu 2% d'augmentation du budget l'année dernière, 1% d'augmentation de la dotation, et que les difficultés ne portent que sur les 10% du budget, puisque 90% du budget, c'est du transfert en réalité de salaire, et que ce transfert, pour incomplet qu'il soit à cause des conditions de passage en RCE par mes prédécesseurs, cette masse salariale représente 90% du budget. Donc il s'agit de discuter avec les universités sur les 10% en leur donnant des moyens complémentaires, mais en leur demandant aussi de s'orienter en direction de la réussite des étudiants et particulièrement en premier cycle. C'est ce que nous faisons tout en gardant la qualité de la formation, la qualité reconnue, et qu'il faut savoir faire connaître de façon à ce que les étudiants viennent en toute confiance à l'université. Merci, chers collègues. Madame Gonthier-Maurin. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Malheureusement, je crois que nous avons une divergence de fond profonde. C'est que nous considérons que les difficultés fondamentales que connaissent aujourd'hui les universités naissent des logiques LRU et de passage aux universités au RCE qui demeurent, avec des dotations d'État aux universités qui continuent à baisser, quoi que vous indiquiez, et avec un budget global de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, cette année encore, est en diminution si évidemment on tient compte de l'inflation. Madame la ministre, il ne sera pas possible, je crois, de remédier à la situation dramatique dont on a témoignage tous les jours sur le terrain dans l'enseignement supérieur sans rupture fondamentale avec les précédentes politiques conduites, ni sans moyens supplémentaires suffisants. Et je voudrais dire qu'à l'heure de la mise en place, non sans difficulté, des nouvelles écoles supérieures du professorat au sein des universités, dispositif si important pour la revalorisation du métier d'enseignant et la préparation des enfants d'aujourd'hui aux défis de demain, il est plus que jamais temps nécessaire pour l'État d'assumer pleinement ses responsabilités. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'occasion de la rentrée universitaire de 2013, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dites SP, ont ouvert leurs portes. Implantées dans chaque académie, ces nouvelles composantes universitaires formeront les enseignants, de la maternelle à l'université, ainsi que les conseillers principaux d'éducation. C'était un engagement du Président de la République pour revenir sur les désastreuses réformes qui avaient engendré la suppression de la formation pédagogique des enseignants. Lors de l'examen de la loi de refondation de l'école de la République, qui a eu lieu avant l'été, les écologistes avaient alerté le gouvernement sur le risque que la nature des formations proposées dans le cadre des masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ne prenne pas bien en compte les inflexions souhaitées et en reste à des enseignements strictement disciplinaires. Comme vous le savez, le Parlement, et notamment le Sénat, avait intégré par voie d'amendement des cadres de contenu spécifiques, parcours artistique et culturel, formation à la résolution non violente des conflits, recours à des pédagogies coopératives plutôt que la compétition, contenu dispensé par des intervenants d'horizons variés, universitaires et professeurs de ces nouvelles SP, mais aussi des professeurs déjà en activité ou acteurs de l'éducation populaire ou artistes intervenants. Alors qu'un nombre croissant d'universités ne parviennent pas, cela a été dit, à boucler leur budget et que des tensions amènent parfois des presses à se déliter, l'intégralité du contenu pédagogique demandé par le ministre de l'Éducation nationale aux universités pour les SP doit être garantie par des moyens identifiés afin que ces écoles ne soient pas une variable d'ajustement de leur site de rattachement. Madame la Ministre, les premiers retours doivent vous être parvenus sur le déroulement de cette rentrée 2013 dans les SP. Je souhaiterais savoir si la volonté du Parlement et de la Haute Assemblée ont été respectées par l'ensemble des universités et s'il subsiste encore des résistances ou des difficultés dans la mise en œuvre de cette réforme. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, merci de cette question parce que je crois que les SP sont vraiment au cœur de la réussite du projet pédagogique que nous voulons
enclencher ce projet nouveau de la maternelle finalement jusqu'au doctorat. Nous allons, avec les SP, renouveler dans les 10 ans à venir le tiers du corps professoral. C'est-à-dire que le tiers du corps professoral, 300 000 enseignants vont être formés dans ces SP. C'est dire l'enjeu. C'est dire aussi qu'il ne faut pas attendre tout de cette rentrée. Les meilleurs efforts ont été faits pour que cette rentrée des SP soit la plus réussie possible, parce que nous pensions qu'il y avait une urgence. Les résultats de plus en plus mauvais, en particulier pour les élèves, pour les jeunes issus des milieux les plus favorisés, nous poussaient à cette urgence. Donc nous avons fait cette rentrée, non pas dans l'urgence, de façon extrêmement construite, de façon extrêmement concertée, mais il y aura une progression dans les années à venir. Sur les sujets plus précis que vous avez abordés, notamment sur le travail en groupe, le travail en équipe, qu'il faut voir se substituer ou du moins compléter la performance individuelle sur laquelle est basé quasiment exclusivement notre système pédagogique. Nous en sommes tout à fait d'accord et cela est prévu dans les contenus pédagogiques. De la même manière, les gestes professionnels, je cite puisque c'est le texte de la loi lié aux situations d'apprentissage dont la conduite de classe et la prévention des violences scolaires, la prise en compte de la diversité des publics et en particulier des élèves en situation de handicap, les méthodes de différenciation pédagogique et de soutien aux élèves en difficulté seront bien prises en compte. Il se trouve que le recteur Filâtre, qui connaît bien le sujet puisqu'il a travaillé lui-même sur les formations des SP, a été missionné avec un homologue du ministère de l'Éducation nationale, Édouard Leroy, pour suivre l'ensemble des SP qui se mettent en place et pour suivre tous ces sujets et toute la diversité des formations complémentaires à mettre en place qui sont à la fois académiques, disciplinaires, vous le savez, et professionnelles. Il y a aujourd'hui 6 SP qui ont bénéficié d'une autorisation provisoire et que nous suivons avec la plus grande attention parce qu'elles connaissent des difficultés. Ce sont Versailles, Toulouse, Grenoble, Antilles-Guyane, Paris et Lyon. Ces SP sont suivis de près, en particulier par ces 2 chargés de mission, et toutes nos équipes sont mobilisées pour qu'elles progressent rapidement et qu'à la rentrée scolaire prochaine, tout cela soit en ordre de marche au service, encore une fois, des parcours de réussite. Merci, Madame la Ministre. Madame Bouchoux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, brièvement, je remercie Madame la Ministre de la précision de sa réponse à cette question qui tenait particulièrement à cœur à Madame la Présidente Marie Blandin. Juste dire que nous sommes sur un dossier, je dirais, particulièrement symbolique puisqu'il s'agit de faire travailler de concert les universités autonomes, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement scolaire, le ministère de la Culture et toutes les collectivités territoriales qui ont un rôle très important sur ces questions. Et donc, nous espérons avoir régulièrement des informations sur la mise en place de ces SP et nous irons d'ailleurs voir sur le terrain ce que cela donne afin de rendre compte à nos collègues de ce dossier très important. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Natacha Bouchart pour le groupe UMP. Oui, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite interroger le gouvernement sur sa politique en matière de soutien aux formations scientifiques et techniques mises en place au sein des universités de proximité dans les territoires. Ma réflexion est inspirée de la situation de l'ULCO, l'Université du Littoral et de la Côte d'Opale, que je connais bien en tant que maire de Calais. Cette université, dont les antennes sont implantées à Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer, a lancé en 2010 une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs du littoral. Cette structure, à laquelle nous tenons beaucoup, compte 250 étudiants recrutés à Bac+2 qui sortent avec le diplôme d'ingénieur après 3 années d'études. La carte universitaire est parfois critiquée quand elle semble répondre à des critères plus politiques qu'à l'intérêt des étudiants. Mais l'existence d'universités de proximité est un atout indéniable quand les formations s'insèrent avantageusement dans le tissu économique territorial. Ainsi, l'école d'ingénieurs du littoral souhaite développer son projet pédagogique sur les métiers des flux, de l'énergie ou de la mer, qui sont ceux de l'avenir de notre région. Encourager ces cursus scientifiques et techniques représente un véritable enjeu pour renforcer l'économie locale tout en offrant des débouchés à nos étudiants. Ma question sur ce point sera double. D'une part, nous souhaitons savoir comment l'État peut accompagner la montée en charge de ces filières alors qu'elles sont adossées au budget des universités de proximité. D'autre part, comment encourager
l'apport de taxes d'apprentissage vers ces formations dans les territoires. En effet, quand l'initiative locale est forte, celle-ci est concurrencée par les métropoles régionales qui aspirent les financements au sein de leur propre région. Pouvez donc vous nous dire, Madame la Ministre, nous indiquer quelle est la politique du gouvernement pour soutenir ces filières? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la sénatrice, Monsieur le Président, Madame la sénatrice, merci de cette question. Il se trouve que je suis allée à Boulogne et que j'ai rencontré la communauté universitaire ainsi que l'organisme de recherche IFREMER en compagnie de Frédéric Huillier. J'ai pu voir à quel point les entreprises, les universités, les laboratoires de cette école d'ingénieurs travaillaient ensemble dans des domaines très divers que j'ai découverts. D'ailleurs, pas seulement l'agroalimentaire, mais pas seulement le campus de la mer, comme ils se sont prénommés sur cette côte d'Opale, ces 4 sites de la côte d'Opale, mais également dans le domaine des cosmétiques, par exemple, dans des domaines vraiment très divers. Et ils travaillent tout à fait naturellement, avec fluidité, avec les entreprises. C'est dire que le partenariat avec les entreprises, via la taxe d'apprentissage, doit pouvoir se développer. Pour qu'il puisse se développer, parce que cela contribuera aussi à augmenter le nombre de jeunes en alternance, et vous savez que je crois beaucoup à l'alternance pour la réussite étudiante. La réussite étudiante étant d'ailleurs, dans cette université de proximité ULCO, supérieure de 10 points à la réussite étudiante moyenne, eh bien, pour pouvoir se former en apprentissage, votre université, cette école d'ingénieurs doit se rapprocher d'un centre de formation, d'un CFA, d'un centre de formation d'apprentis. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la plupart des formations d'apprentissage dans l'enseignement supérieur sont gérées par le CFA Formasup, qui a l'habitude de travailler avec des organismes de formation divers. Pour le reste, et pour répondre à l'augmentation des effectifs, eh bien, il y a les contrats de site et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche aura à cœur de donner les moyens nécessaires à cette université, à cette école d'ingénieurs pour pouvoir continuer à insérer durablement dans le territoire, bien inséré dans cet écosystème qui a une dynamique qui lui est propre et que j'ai pu encore une fois constater de visu, de façon à assurer la réussite étudiante et l'insertion professionnelle des étudiants concernés. Merci. Madame Bouchard. Oui, donc si j'ai bien compris, je peux donc faire réponse à toutes ces antennes qu'il y aura un contrat de site. Et concernant la taxe d'apprentissage par rapport aux métropoles, y aurait-il une possibilité d'avoir une ponction sur la ponction régionale pour qu'elle revienne un peu au territoire localement, parce qu'elles aspirent beaucoup en fait de financement pour les villes centres de métropole. Merci. La parole est à Monsieur David Assouline pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, votre réforme a voulu prendre à bras le corps avec des priorités clairement affirmées, la réussite étudiante. Et la réussite étudiante, on connaît le mal depuis longtemps, c'est ce taux d'échec absolument énorme et indécent pour un pays comme la France en premier cycle. Or, vous avez aussi pris à bras le corps dans votre réforme une des raisons, outre les mesures à prendre sur le plan pédagogique, de l'orientation, qui est manifestement les conditions de vie matérielle et sociale de nos étudiants, et notamment de tous ceux qui sont parmi les plus défavorisés, qui ont dû déjà, pour arriver à l'université, franchir un certain nombre d'obstacles que leurs conditions sociales a mises tout au long de leur parcours scolaire. Et donc, cette question des conditions de vie matérielle est une condition de la réussite étudiante. Comment peut-on faire quand on renonce à des soins, un étudiant sur 3, parce qu'on n'a pas les moyens, quand on est dans des logements ou entassés en restant au domicile familial sans possibilité de pouvoir réellement étudier chez soi, ou dans de l'habitat précaire, ou quand on est obligé de travailler à mi-temps, parfois à plein temps, dans des petits boulots qui n'ont en plus rien à voir avec les études. Tout cela sont des situations auxquelles il faut faire face pour permettre la réussite du plus grand nombre. Alors, nous savons que ça a été le parent pauvre sous le précédent gouvernement. On ne s'est pas occupé de ça. On a fait une grande réforme. On a négligé ces conditions de vie absolument essentielles pour la réussite. Et je voulais vous poser la question, puisque vous avez pris ce problème à bras le corps, tant en matière de bourse que de logement pour les étudiants, que de santé.
non seulement qu'est-ce qui est mis en œuvre au moment où 2 millions d'étudiants font leur rentrée universitaire en ce moment, et qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire sur le budget 2014 pour soutenir l'effort que vous avez engagé, Madame la Ministre? Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, alors je l'ai dit, la priorité de ce gouvernement, ce sont les étudiants. Il y a aussi la recherche, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vraiment la réussite des étudiants qui dépend beaucoup de leur environnement, ça a été dit. Donc nous avons pu dégager en 3 ans 400 millions d'euros en plus du budget. Donc en plus du budget augmenté de 2,2% de 2013 sur 2012 et de 1% de 2014 sur 2013, nous avons pu dégager 400 millions d'euros. Comment se décompose-t-il ? 150 millions d'euros en fin de gestion 2012 pour couvrir l'impasse du précédent gouvernement faite sur le 10e mois de bourse, plus une revalorisation de l'ensemble des échelons des boursiers de 2,1% à la rentrée 2012. En 2013, nous avons revalorisé également les bourses à hauteur de 150 millions d'euros, l'ensemble des bourses, enfin 158 millions d'euros au budget 2014, ce qui fait 457 millions d'euros exactement, plus de 400 millions d'euros, donc 457 millions d'euros en 3 ans. Nous avons voulu, sur les années 2013 et 2014, agir de façon qualitative. Nous l'avons fait en concertation avec les étudiants et nous avons visé les 2 catégories qui paraissaient les plus désavantagées pour la réussite de leurs études liées à leurs conditions de vie. C'est le bas de la classe moyenne. On parle souvent de la classe moyenne. Bah oui, les jeunes dont les familles n'avaient pas les revenus suffisants, donc devaient être aidés, mais en même temps avaient suffisamment de revenus pour que leurs jeunes ne bénéficient pas d'une allocation mensuelle. Nous avons instauré une allocation mensuelle de 100 € pour ces jeunes, soit 1 000 € sur les 10 mois. Pourquoi? Ça leur évite de travailler au-delà de 15 heures, parce qu'au-delà de 15 heures de travail, en plus de l'université, on considère que l'on compromet ses études. Nous avons aussi visé les familles les plus précaires et nous avons augmenté de 23% les bourses de ces jeunes. Nous avons enfin visé les jeunes qui sont désocialisés, c'est-à-dire qui sont souvent en rupture familiale et qui ont bénéficié d'une allocation entre 4 500 et 5 500 €. Ils sont 7 000 aujourd'hui. Donc au total, ce sont 100 000 jeunes qui sont touchés par ces nouvelles bourses et nous amplifierons au fur et à mesure du quinquennat ces aides jusqu'à arriver à une allocation d'autonomie. Dernier point, c'est la caution locative. Elle concerne à titre expérimental 2 000 jeunes cette année, 20 000 l'an prochain, avec le soutien du Crédit Coopératif, du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de la Caisse des dépôts et consignations. Merci Madame la Ministre. Monsieur Assouline. Oui, je vous remercie pour votre réponse qui est très concrète, parce que ce qui avait particulièrement choqué à une époque, mais c'était les campagnes électorales qui voulaient ça, mais ce cynisme avait choqué les jeunes, c'était de dire qu'on accordait un 10e mois de bourse aux étudiants et que quand la gauche arrivait au pouvoir, elle se rendait compte que ça n'avait pas été provisionné et donc c'était tout simplement un mensonge. Donc vous nous donnez des chiffres concrets, des engagements, un budget. Je veux vous remercier pour cette vérité, mais vous alertez en même temps sur un sujet, puisque vous avez pris à bras le corps le problème du remboursement des frais d'inscription pour les étudiants boursiers. C'est à la charge des universités, c'est elles en tous les cas qui font l'opération, et il faudra faire attention à ce que les universités qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants boursiers ne soient pas pénalisées par rapport aux autres universités. Je pense que de ce point de vue, il y aura un effort de justice et d'égalité à faire. Merci Madame la Ministre. Merci. Monsieur Antiste, vous avez la parole pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les principaux enjeux auxquels doit actuellement faire face l'Université des Antilles et de la Guyane, notamment ce qui concerne son attractivité en matière de coopération nationale et internationale, mais aussi de recherche. En effet, les universités ultramarines ne pourront connaître un véritable changement d'échelle et accroître leur rayonnement qu'à condition d'élargir leur périmètre d'influence et de devenir des acteurs majeurs de la zone géographique à laquelle elles appartiennent. C'est pourquoi il est nécessaire de moderniser et de renouveler l'offre de formation en privilégiant les domaines où l'UAG peut apporter une plus-value en relation avec les besoins émergents sur les territoires où elle est implantée. Dans cette logique,
il faut encourager la création de filières de formation innovantes et originales centrées sur les spécificités locales comme la recherche halieutique, l'agroalimentaire, le créole ou encore la botanique médicinale. Il est en outre indispensable, Madame la Ministre, de permettre une meilleure insertion de l'UAG dans les réseaux nationaux et internationaux. 2 mesures prioritaires peuvent être envisagées afin d'améliorer la situation. Étendre le coefficient correcteur au surcoût occasionné par les déplacements. 2. Accompagner l'UAG dans sa volonté de développer des masters conjoints adossés à des unités de recherche impliquées dans des programmes collaboratifs avec les universités appartenant à leur environnement. Par ailleurs, je souhaite évoquer l'application de la loi ESR et plus particulièrement le contenu de la nouvelle ordonnance pour laquelle nous n'avons pas de calendrier. Allons-nous par exemple conserver les acquis de l'ordonnance de 2008, comme le principe de la représentation paritaire au sein des 3 conseils, sachant que son application est quasi impossible dans certains cas? Insuffisance de vivier. Il est donc crucial d'établir une large concertation entre les différents acteurs concernés, universités d'outre-mer, ministère de l'enseignement, collectivités territoriales notamment, afin de réfléchir ensemble sur le fonctionnement des universités ultramarines et déterminer les mesures concrètes à mettre en œuvre pour pallier les difficultés de notre université. Pour cela, je propose la mise en plus d'une mission d'information sur la situation des universités ultramarines. Quelle est votre position, Madame la Ministre, sur ces différents sujets? Merci, Monsieur le sénateur et chers collègues. Madame la Ministre, 2 petites minutes. Monsieur le Président, merci de me poser cette question sur l'université Antilles-Guyane qui, comme vous le savez, est une université sur 3 sites, mais qui est, et je vous remercie de l'avoir dit, également en correspondance avec les universités des Caraïbes et qui devrait sûrement davantage développer d'ailleurs ses partenariats avec ces universités du Caraïbe. Alors ces universités font l'objet de toute notre attention. Pourquoi? Parce que dans le cadre à la fois de la lutte contre le réchauffement climatique, de la préparation de la transition énergétique, nous voulons davantage développer les recherches et les formations dans le domaine marin. Nous utilisons finalement assez peu nos côtes et les DOM-TOM sont extrêmement bien placés là-dessus. C'est ce que mon collègue Frédéric Cuvillier, ministre de la Mer, entre autres, appelle la croissance bleue. Et je crois qu'il y a là tout un potentiel de croissance, de développement de vos universités qui aujourd'hui est vraiment insuffisamment développé. Donc tout cela doit se discuter dans le cadre d'un contrat de site. Alors, il va se passer des choses dans les mois qui viennent, mais vous savez que la loi a été promulguée le 22 juillet. Il y a un certain nombre de décrets à sortir rapidement dans les 6 mois et nous avons 18 mois en ce qui concerne les DOM-TOM pour parvenir à une synergie, à une coopération entre les 3 sites de l'université Antilles-Guyane, sachant que les relations, parfois, ont besoin de beaucoup de discussions pour converger. Donc, nous allons commencer dans les semaines qui viennent la concertation sur place avec les collectivités territoriales naturellement, mais surtout avec les acteurs de l'université, avec les recteurs, la rectrice qui sont sur place, de façon à avoir un projet collectif et commun qui réponde aux besoins très importants des jeunes des DOM-TOM, là où le chômage est plus important, là où les besoins en qualification sont importants. Et tout cela doit se faire, je l'ai dit, dans l'optique d'un développement durable et partagé, car nous devons davantage utiliser les potentialités de ces territoires d'outre-mer qu'aujourd'hui nous ne considérons pas suffisamment comme des facteurs de développement. Donc nous serons bien au rendez-vous, monsieur le sénateur, et j'espère bien pouvoir compter également sur votre contribution. Merci. Chers collègues, vous avez la parole. Oui, je veux bien prendre note et ne pas me tromper. Je retiens que vous venez de vous engager vous avez reconnu l'éclatement de cette université en 3 morceaux et que vous venez de promettre que vous aurez donc 3 fois plus d'attention et 3 fois plus de moyens pour notre université. Merci. Bravo. Lecture positive du travail sénatorial. Madame la ministre, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour l'examen de la proposition de loi tendant au traitement équilibré des territoires. Voilà, vous venez de suivre en direct de l'hémicycle la séance de questions cribles, des questions cribles consacrées à la rentrée universitaire. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Public Sénat, 24 heures Sénat, présenté par Delphine Girard.